La parole est à Monsieur le Président Philippe Vigier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Ce virus a tué plus de 20 000 hommes et femmes, ayant une pensée pour eux, et ça exige, je crois, qu'on soit tous au rendez-vous, en tout cas le gouvernement et tous ceux qui sont en responsabilité le font. Vous avez réussi, et vous êtes en passe de réussir, la stratégie du confinement. Il faut réussir celle du déconfinement. C'était dit par les collègues. La première question, c'est celle des masques. Vous devez dire les choses simplement aux Français. Qui devra se protéger? Comment fait-on entre le différentiel de production française, même si elle augmente, et ce que nous importons? Avons-nous des assurances? Comme l'a dit Agnès Firmin-Lebaudot, il faut des normes, il faut encadrer les prix, et il faut naturellement un réseau. Ça peut être les pharmaciens, ça peut être les collectivités, ça peut être les consulaires. Là-dessus, on doit être clair. La seconde question, c'est Olivier Véran qui a dit l'autre jour, je partage son avis, on attend tous la sérologie. Quand nos techniques seront-elles prêtes? Celles qui sont en comparaison depuis 5 semaines. Quand est-ce qu'elles seront opérationnelles? Avons-nous les réactifs nécessaires? Je ne veux pas revivre, Monsieur le Premier ministre, ce que j'ai vécu en 1983 avec le sida. Et évidemment, ces sérologies, il est indispensable qu'on soit en capacité de les proposer à ceux qui ont été touchés. Pourquoi? Parce qu'on le sait chez les animaux, ceux qui ont contacté le coronavirus sont immunisés. Enfin, vous avez pris une bonne décision dimanche soir, en disant que dans les EHPAD, et là où il y avait l'isolement, il fallait rompre cet isolement. Mais je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de faire en sorte que les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes, les psychologues puissent aussi aller voir ces personnes. Les syndromes de glissement sont devant nous. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Vigier, vous avez commencé votre question en ayant une pensée pour les plus de 20 000 hommes et femmes en France qui sont décédés de cette maladie Covid-19. Je m'associe bien entendu à la pensée que vous avez. Je m'associe aussi au message d'encouragement dont je sais que vous le partagez à tous ceux qui, à l'hôpital, luttent aujourd'hui contre cette maladie, assistés et accompagnés par des femmes et des hommes au dévouement remarquable, aux compétences remarquables. 20 000 Françaises et Français ont été frappés par ce virus et en sont morts. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous voient très proche d'eux des décès. Et dans ces moments où la façon de dire au revoir à ceux qui nous sont proches est forcément imparfaite, rendue plus difficile encore par un certain nombre de réglementations, les messages d'amitié pour ceux qui sont dans cette peine sont des messages importants. Vous posez 3 questions dans votre question. Je voudrais essayer d'y répondre le plus clairement possible. La question sur les masques. Quand est-ce qu'il sera recommandé de les porter, nécessaire de les porter, obligatoire, et de quel type de masque? Rappelons ce qui est clair. Les masques FFP2 et les masques chirurgicaux sont à diriger en priorité et dans la durée vers les soignants et les soignants et les malades, les soignants au sens le plus large possible du terme, ce qui n'a pas été le cas au début de l'épidémie, à raison de notre souci de faire en sorte que dans le milieu hospitalier, on puisse disposer de masques, ce qui devrait être le cas dans la durée, dès lors que nos importations et notre production nationale ont augmenté. Notre objectif, c'est bien de faire en sorte que ces masques chirurgicaux soient garantis pour les soignants au sens le plus large du terme, c'est-à-dire pas seulement les hospitaliers et la médecine de ville, mais bien tous ceux qui accompagnent dans les services à domicile, dans les établissements médico-sociaux, tous ceux qui accompagnent les personnes vulnérables et fragiles. Les soignants au sens le plus large possible. Pour les autres, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à ces masques, que nous appelons les masques grand public, qui sont des masques, au fond, très performants, car ils ont été normés, certifiés, et ils correspondent donc à un niveau d'exigence qui est élevé, qui sont produits par l'industrie textile française, qui sont aussi achetés à l'étranger par des grands importateurs pour faire en sorte d'avoir rapidement le volume nécessaire pour pouvoir équiper tous ceux qui souhaitent ou qui devront porter ces masques. Ces masques étant lavables, sous certaines conditions, et parfois lavables plusieurs fois, voire de très nombreuses fois, ils permettront d'équiper dans la durée nos concitoyens. La doctrine d'usage de ces masques est en train d'être précisée
n'est pas précisée par le gouvernement, Monsieur le Président, vous vous en doutez bien. Elle est précisée par les autorités de santé. Et j'ai indiqué que d'ores et déjà, il était possible de dire que dans certains cas, ces masques seraient probablement obligatoires. J'ai évoqué les transports en commun. On comprend bien que dans une rame de métro, que ce soit à Paris, à Lille ou ailleurs, la densité peut être telle qu'il est nécessaire, si l'on veut, même en limitant les accès, si l'on veut pouvoir garantir l'accès à la rame de métro, de rendre obligatoire le port de ce masque. Voilà pour les masques. La deuxième question que vous posez, c'est la question sur la sérologie. Des tests sont en cours. Il existe des tests de sérologie. Certaines entreprises en vendent, à l'étranger, bien entendu, certaines en produisent, dans l'Asie, aux États-Unis, en Europe. Et beaucoup d'autorités nationales ont acheté des tests de sérologie. Vous savez comme moi, Monsieur le Président, que ces tests de sérologie ont montré parfois des limites, et parfois des limites préoccupantes. Lorsque vous avez 40% d'échecs dans la lecture d'un test, c'est-à-dire que vous pouvez quasiment une fois sur deux dire quelque chose qui n'est pas vrai à celui qui est testé, franchement, concevoir une politique de santé publique, une doctrine d'utilisation des tests sérologiques avec ce niveau d'incertitude, c'est probablement une très mauvaise idée. Il faut donc, et là encore, ce n'est pas le chef du gouvernement qui est capable de le faire, il faut donc que les scientifiques soient en mesure d'établir la spécificité, la sensibilité de chacun des tests, et lorsqu'ils sont efficaces, que l'on puisse les produire en nombre suffisant pour être utilisés dans le cadre d'une doctrine. C'est le bon sens, c'est ce que nous faisons bien entendu avec des tests français notamment, mais je vais vous dire en la matière, s'il y a des très bons tests à l'extérieur, nous les achèterons. Le problème n'est pas de savoir s'ils sont français ou étrangers, le problème c'est de savoir s'ils sont bons. Bon. Une fois qu'on a dit ça, Monsieur le Président, on n'a pas tout dit. Car, même si un certain nombre d'études laissent à penser que sur des animaux, il peut y avoir une protection immunologique liée à un contact avec le virus, il existe beaucoup de scientifiques, je ne le suis pas moi-même, je suis obligé de prendre en compte ce qui est dit, il existe beaucoup de scientifiques qui disent l'incertitude réelle de savoir si, s'agissant de ce virus, la présence d'anticorps détermine l'immunité ou l'immunisation, et même dans quelle mesure la présence d'anticorps ne serait pas, comme c'est vrai dans certaines maladies, vous le savez, je pense à la dengue, facilitateur plutôt que bloquant. Voilà une incertitude absolument considérable. Mais j'y peux rien. C'est un fait. Elle est là, cette incertitude. Et vous doutez bien que tant qu'on ne sait pas ce qui est déterminé par la présence avec le virus, tester sérologiquement n'a pas du tout la même valeur et n'a pas du tout le même intérêt. Encore une fois, il nous revient de prendre des décisions avec des facteurs d'incertitude qui sont considérables et presque jamais atteints. Nous le faisons donc en nous basant sur la science dans toute la mesure du possible, parce que c'est indispensable. Troisième question que vous posez, les EHPAD. Nous avons, c'est vrai, annoncé avec le ministre des Solidarités et de la Santé un certain nombre de mesures d'effet immédiat, c'est-à-dire à partir d'hier, qui permettent de réorganiser dans des conditions très strictes de sécurité sanitaire. Nous l'avons dit, dans des conditions limitées par le nombre, sans une proximité physique trop grande, avec des mesures de protection nécessaires, de permettre le contact à nouveau entre les familles et celles et ceux qui sont hébergés dans les EHPAD. C'est vrai du contact familial, et ça doit être vrai au fur et à mesure du temps des contacts professionnels, non pas directement de médecins, parce que ceux-là doivent évidemment et ont toujours continué, mais de tous ceux qui accompagnent les soignants, qui sont eux-mêmes soignants, dans un certain nombre de spécialités que vous avez mentionnées. Nous devons le faire progressivement avec des règles de sécurité évidemment très strictes, mais nous devons le faire, car vous avez raison, les syndromes de glissement se multiplient. Le confinement dans une chambre individuelle pour une personne désorientée, parfois frappée par la maladie d'Alzheimer, parfois frappée par d'autres pathologies, en tout état de cause en situation de dépendance, puisque c'est pour la raison pour laquelle elle est dans un EHPAD, conduit assez largement à des syndromes de glissement. C'est vrai dans les structures collectives, mais c'est vrai, vous le savez, aussi à la maison, dans les logements, dans les foyers. Ce syndrome nous inquiète. Il inquiète l'ensemble des professionnels qui connaissent le secteur. Il faut donc trouver les moyens de garantir la sécurité sanitaire des personnes les plus fragiles en ne les condamnant pas à l'isolement complet. Là, c'est une équation redoutable, Monsieur le Président. Mais nous devons réussir à trouver les solutions qui permettent de la résoudre. J'ai bon espoir qu'avec la mesure qui a été prise s'agissant des EHPAD
et qu'avec les mesures de solidarité qui sont prises notamment par les communes, par les CCAS qui font un travail remarquable, par les reprises de contact entre les médecins ou les municipalités avec les personnes âgées, ce lien, ces syndromes de glissement, puissent être dans toute la mesure du possible évités. C'est l'enjeu qui est devant nous, c'est un enjeu de santé publique bien entendu, mais c'est plus que ça, c'est un enjeu d'humanité. Merci, Monsieur le Premier ministre.